Patrick Chauvel a photographié depuis 40 ans la majeure partie des conflits qui ont sévi dans le monde. Nourri par Kessel, Monfred, les grands anciens, il a tenté d'aller encore plus près de l'actualité. Au cours de ses reportages, Patrick Chauvel a été enlevé, blessé, il s'est retrouvé face à un peloton d'exécution, il a coulé avec les Boat People à Haïti. Décembre 1994, parce que la Tchétchénie vient de proclamer son indépendance, Boris Yeltsin lance ses soldats à l'assaut de la petite république du Caucase. Première offensive sur la capitale, Grozny, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 95. Depuis la chute de l'Empire soviétique, cette petite république du Caucase manifestait périodiquement des velléités d'indépendance, le désir de quitter la Grande Russie. Vers le 24 ou 23 décembre 1995, Boris Yeltsin lance ses troupes pour prendre la Tchétchénie et mettre au pas le président Doudaïev. La communauté internationale s'indigne, le pape se plaint, comme d'habitude, on crie et on fait rien. Donc moi j'arrive en Tchétchénie vers le 20 décembre 1995 et en fait je suis arrivé en Grozny comme une fleur. Il se passait strictement rien, il y avait des groupes de combattants à droite, à gauche. J'avais dit à mon chauffeur de taxi de m'attendre sur la place devant le palais, parce que j'avais des choses importantes dans le coffre. Heureusement, avec moi, j'avais mes appareils photo et un sac à dos avec une 50aine de films. Mais dans le coffre, j'avais quand même des pantalons de rechange et 80 rouleaux de PQ, enfin les choses importantes sur les reportages. Et pendant que je discutais avec les hommes de Doudaïev, 3 obus sont tombés autour du taxi sur la place, en fait. Donc il est parti en marche arrière et je ne l'ai jamais revu à ce jour. Donc il a toujours ma valise. Et en fait, c'était le début des bombardements sur Grozny. Et donc là, dès la première nuit, quand je suis sorti du soupirail de la cave dans laquelle j'étais avec les combattants, j'étais avec une dizaine, un groupe anti-char tchétchène. On est sorti le matin, vers 6-7 heures du matin. Il y avait autour de nous, sur un rayon de 200 mètres, à peu près 300 morts, quoi. Et une dizaine de chars en feu. Donc ils avaient été efficaces. Mais sur les 10, on n'était plus que 4. C'était la première fois que j'assistais à une guerre totale dans une ville. C'est-à-dire que j'avais fait plusieurs conflits, mais il y avait toujours des endroits où on pouvait quitter le front et retrouver un hôtel qui fonctionnait plus ou moins bien. Et c'était là. Là, pas du tout. Et la ville étant détruite pratiquement à 80% au bout d'une semaine par les bombardements incessants. Si on prend mes images et qu'on les met en noir et blanc, ça pourrait être des photos de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit tchétchène avait plusieurs particularités. Une, d'abord, c'est que c'était extrêmement facile de travailler. Ça paraît bizarre, bon, c'était dangereux, mais c'était très facile. C'est-à-dire que les Tchétchènes me laissaient travailler. Il n'y avait aucun interdit. Il y avait en revanche un problème, c'est qu'il faisait froid, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité et rien à manger. Donc ça peut compliquer les choses. Et pas de médicaments, évidemment. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient. Moi, j'avais un traducteur à la fin qui était dentiste et qui essayait de me traduire des choses et qui, de temps en temps, opérait les blessés avec un tournevis. Bon, évidemment, un des problèmes avec les Tchétchènes, c'était la langue, hein, parce qu'ils parlent tchétchène, couramment, et moi pas du tout. Et donc, j'avais un cahier où je dessinais ce que je voulais. C'est-à-dire, je dessinais des combats, et à ce moment-là, il souriait et il m'amenait aux endroits où ça s'accrochait fort. Ou alors, je dessinais de la nourriture. Là, il ne souriait plus, il n'y avait rien à manger. Et c'est à un moment donné, on se parlait comme ça, ils m'ont demandé d'où j'étais. Je leur ai expliqué que j'étais de Paris, mais ils disaient, mais d'où quelle tribu, en fait. Donc, je leur ai expliqué breton, corse, et au mot corse, ils se sont mis à parler entre eux, et à un moment donné, avec un grand sourire, un des chefs m'a dit « Napoléon ». Et à ce moment-là, c'est parti comme une traînée de poudre, et ils étaient tous là « Napoléon, very good, Ruski ».
Napoléon, il a tué les Russes, il a brûlé Moscou, enfin... À un moment donné, je me suis demandé si je m'étais pas trompé d'endroit et s'il n'y avait pas des choses beaucoup plus importantes qui se passaient de l'autre côté de la ville, parce que moi j'étais autour du palais présidentiel, parce que je voyais aucun confrère, et même les meilleurs qui n'étaient pas là. Comme c'était la veille de Noël, beaucoup de journalistes ou de rédactions se sont dit on verra après le 1er janvier, après les vacances, si ça continue. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les confrères ont commencé à arriver après le 1er janvier. J'ai d'ailleurs rencontré un caméraman tchétchène, le seul survivant, parce que la presse tchétchène avait été tuée dès le départ pendant les combats. Il traînait dans les rues, très aimable, et il venait avec moi. Je le suivais sur les combats, et à un moment donné, j'ai fait remarquer qu'il avait le cache sur sa caméra quand il filmait, et il a souri en me disant que c'était pas grave, parce qu'il n'avait pas de batterie et pas de cassette, de toute façon. Mais il continuait à filmer. Pendant des jours entiers, il allait au combat avec sa caméra, sans batterie et sans cassette, mais j'ai trouvé ça admirable. Le premier journaliste que j'ai rencontré, c'est les Tchétchènes qui m'ont expliqué que j'avais un confrère de l'autre côté de la ville. Donc on a mis à peu près 2 jours à atteindre l'endroit. Et je suis tombé sur Heidi Bradner, la confrère était américaine, qui m'a accueilli avec un grand sourire, et j'ai cru que j'avais une hallucination quand même, parce que ça faisait quand même pratiquement une semaine que je vivais qu'avec des hommes dans les combats, etc., sans manger, en dormant peu. Donc je pouvais penser que j'avais une hallucination en voyant une espèce de fille sublime, rousse, avec un grand sourire, qui était au milieu des Tchétchènes, toute seule, depuis elle aussi à peu près 3-4 jours. Et donc on a décidé de trouver une maison ensemble. Alors j'avais un argument pour essayer de lui plaire. J'avais un œuf, j'avais trouvé un œuf. J'avais appris le mot en russe, c'est yaïtse. Et je le gardais pour un moment important. Et donc on a coupé l'œuf en 2 et on a trouvé une bougie et on a fait un repas absolument extraordinaire. Ça n'a pas marché dans le sens que je voulais, ça lui a rempli l'estomac, mais c'est tout. Et donc, à un moment donné, il y a eu un petit moment de calme un soir, et je me suis dit qu'il fallait absolument quand même que je me rapproche de cette chère confrère. Et donc, je me suis dit, parce qu'elle essayait de se coiffer, elle avait du mal parce qu'elle avait les cheveux sales, on ne pouvait pas se laver. Et je me rappelais du film Out of Africa, où Robert Redford propose à Meryl Streep de lui laver les cheveux parce qu'elle a du mal, parce qu'elle a les cheveux sales. Et qu'il lui lave les cheveux. Et après, ils couchent ensemble. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être une bonne méthode. Donc je lui ai proposé de lui laver les cheveux. Les Tchétchènes m'ont amené un bol avec un petit savon. On a fait fondre de la neige. Et à la surprise totale d'Heidi, quand je lui ai proposé de lui laver les cheveux, elle n'avait pas l'habitude qu'un photographe lui propose ça sur un reportage. Elle m'a dit, si tu veux. Donc je lui ai lavé les cheveux. Elle n'a pas dû voir le film, en fait. J'étais avec Heidi devant une porte, devant un immeuble, et on parlait avec des gens. Et à un moment donné, il y a 2 soldats tchétchènes, des jeunes combattants qui sont passés, enfin des combattants indépendantistes, à peu près à 15 mètres de nous, qui arrivaient vers nous. Et Heidi m'a fait remarquer que l'un des combattants était très beau. Et elle a commencé à préparer ses appareils photo pour le photographier de loin. Et à ce moment-là, j'ai entendu un sifflement caractéristique. C'était un missile qui arrivait. Au moment où il y a eu l'explosion, on s'est retrouvés par terre, mais on était un peu protégés. Et quand je me suis relevé, les 2 jeunes garçons qu'elle avait admirés étaient par terre. L'un était tué sur le coup
et l'autre était mourant. Et j'ai photographié le jeune homme en train de mourir pendant que son camarade lisait les prières du Coran, parce que les Tchétchènes sont musulmans. Les Tchétchènes m'ont proposé de rencontrer les prisonniers russes. Ils m'ont amené dans les caves, les abris du palais présidentiel, où là, ils ont ouvert une porte étanche, et je me suis retrouvé dans une pièce noire qui sentait... Il y avait une odeur épouvantable qui se dégageait de là. J'avais pas de lampe, donc j'avais une petite lampe flash, une petite maglite, que j'ai allumée et mis dans ma bouche. Et là, j'ai découvert, effaré, dans le cercle de lumière, quand je bougeais comme ça, des visages de gens sales, blessés, avec des pansements sales, etc. Et c'était beaucoup de prisonniers russes qui étaient là devant moi. Et je les ai rencontrés et j'ai pu discuter un petit peu avec eux et ils étaient totalement inexpérimentés. Il y avait évidemment des commandos et des parachutistes russes très expérimentés, mais le gros de la troupe russe, c'était des jeunes entre 17 et 19 ans, complètement affolés. Pour certains, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ne savaient pas où elle était la Tchétchénie, ils n'avaient rien contre les Tchétchènes. Il y en a un, il m'a expliqué le système de recrutement. Quand les Russes recrutaient dans les campagnes en Russie, les jeunes se planquaient. Et en fait, lui, pour son cas, il m'a raconté qu'il y avait eu un bal organisé par la mairie. Et donc, tous les jeunes sont venus au bal le samedi. Et vers 1h du matin, l'armée a encerclé le bâtiment et a embarqué tous les jeunes hommes et les a enrôlés de force dans l'armée. Ils ont fait quelques mois d'entraînement. Et ensuite, ils sont retrouvés dans un train. Et on les a lâchés dans Grozny à l'assaut des Tchétchènes, qui sont des guerriers redoutables et très bien entraînés. Donc j'ai demandé à les faire sortir pour faire une photo de groupe. Et j'ai dit aux prisonniers que je voulais leur nom, leur grade, leur âge, leur unité et éventuellement leur contact en Russie. Et là, un des commandants tchétchènes m'a demandé pourquoi je voulais une photo comme ça. Et je lui ai dit, c'est parce que je voudrais savoir si, quand je reviens dans 10 jours, je pourrais faire la même photo. Il a traduit à ses copains, ils ont tous éclaté de rire, les combattants tchétchènes, ils ont dit il en manquera peut-être un ou deux, parce que la vie, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais normalement, tu pourras la refaire. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que plusieurs années après, j'étais sur un autre reportage à Moscou, et j'étais en terrasse, en train de boire un verre avec ma traductrice et des amis, et il y a un type qui a traversé la rue en courant, et qui m'a pris dans ses bras et secoué comme un prunier. J'ai cru que c'était une agression au départ, et qui m'a dit être un de ses prisonniers. Et il m'a dit que cette photo avait sauvé la vie de pas mal de prisonniers, parce qu'en fait, moi, je l'avais transmis à la Croix-Rouge internationale, et ils se sont servis de ce genre de documents avec les noms des gens pour demander aux Tchétchènes de les libérer. À un moment donné, je suis tombé sur un Russe civil qui était assis, appuyé contre un tank détruit et qui se saoulait la gueule, en fait. Et sur l'aile du char détruit, il avait posé des oranges, un paquet de cigarettes, je ne sais plus, des oignons, une pomme, des choses comme ça. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Donc là, j'étais avec Heidi Bradner, qui traduisait, parce qu'elle parle russe. Et le type disait qu'il s'était renseigné, il avait cherché, il avait appris que son fils était mort. Il avait trouvé le tank dans lequel pourrissait le cadavre de son fils. Et donc, entouré d'une odeur pestilentielle de cadavre en pourriture qui était à l'intérieur de ce char, le type faisait le deuil de son fils. Et il se saoulait la gueule en parlant de lui, en faisant des grands gestes. Et quand je faisais les photos de ce type qui nous racontait la vie de son fils, ses malheurs, etc., il y avait une petite fille, endimanchée elle aussi, avec son frère, qui dansait une danse classique sur les chenilles. Je me suis retourné et Heidi m'a dit il y a des Tchétchènes en armes qui sont là et ils demandent si tu as fini l'interview. Je dis pourquoi ?
Ils m'ont dit parce qu'après, ils voudraient prendre le Russe et lui casser la gueule. J'ai dit, mais pourquoi ils vont casser la gueule à ce pauvre homme qui pleure son fils? Ils m'ont dit parce que c'est le père d'un assassin. Et ils m'ont expliqué que les maisons détruites devant le char avaient été détruites par le char avec les habitants à l'intérieur avant que eux puissent détruire le char. Donc, effectivement, dans les maisons, il y avait aussi des cadavres de civils qui avaient été tués par le tank avant qu'ils soient détruits. Donc, j'ai essayé de faire comprendre aux Russes que ce serait bien qu'ils s'en aillent. J'ai fait durer l'interview, puis à un moment donné, ils l'ont amené dans un coin et ils lui ont expliqué à la façon tchétchène ce qu'ils pensaient de lui. Il y a un Tchétchène qui m'a amené au combat et on courait dans une avenue. Et à un moment donné, je me suis aperçu en levant les yeux qu'on était à 5-6 mètres d'un tank russe en plein jour et que le type l'attaquait en fait. Et que moi, comme un imbécile, je courais derrière lui. Moi, je croyais qu'on changeait d'endroit. Mais en fait, non, on attaquait un char russe en plein jour avec une grenade à main et un pistolet. Donc j'ai freiné les 4 fers, je me suis mis derrière un mur. J'ai fait une première photo, le char s'est échappé. Et enfin, arrivé un autre Tchétchène avec un lance-roquette anti-char. Et donc, je me suis mis derrière lui, enfin, sur le côté, pour essayer d'avoir la photo au moment où il tire sa roquette. Et il ne tirait pas, et je sentais le char qui se rapprochait de nouveau, et qui allait finir par nous repérer et tirer un coup de canon dans le mur. Donc, à un moment donné, je n'ai pas l'habitude de participer au combat, mais là, j'ai tapé sur l'épaule du type en disant, mais tire. C'est bon, quoi. À un moment donné, il m'a pris, j'en avais marre que je l'engueule, et il m'a passé la tête au coin et j'ai regardé. Il y avait effectivement le char qui tournait sur la place. Et en fait, le char était poursuivi par une vieille Tchétchène avec une hache qui tapait sur le tank en insultant les tankistes. Et le combattant tchétchène ne voulait pas la tuer. Donc il hurlait à la bonne femme de foutre le camp pour tirer sur le char. C'était un petit peu compliqué quand même pour lui. Donc finalement, ils ont eu le char. Et j'ai fait une photo de la femme tchétchène avec sa hache comme ça, très fière devant le char détruit derrière elle. Donc c'était une guerre très particulière quand même. Et puis il y avait la résistance passive, c'est-à-dire que je suis tombé une fois sur 2 jeunes filles qui s'étaient habillées avec des manteaux de fourrure et très bien maquillées pour aller chercher de l'eau sous le feu. Et je leur ai demandé pourquoi elles s'habillaient comme ça. Elles m'ont dit c'est pas les Russes qui vont nous empêcher d'être belles. Et un jour, je filmais aussi à un moment donné des ruines, quand est apparue cette femme endimanchée, magnifique, avec une ombrelle violette et habillée en violet, très chic, et qui est passée comme ça devant moi. Donc je suis allé la voir, j'ai fait une photo, j'ai filmé, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, je sors. J'ai décidé de sortir et de me promener dans ma ville. J'ai dit, mais c'est extrêmement dangereux, là, vous êtes dans un endroit découvert. À n'importe quel moment, un obus peut tomber. Et elle a dit, personne ne m'empêchera de me faire belle et de m'habiller comme je veux. Des confrères qui arrivaient de plus en plus, et un ami et confrère qui s'appelle Alfred Yagobzadeh. Il était avec Luc Delahaye et Noël Kidu. Et Alfred a pris un éclat à peu près de la taille d'un zippo qui est rentré par la vessie et qui s'est logé dans les intestins. Avec Noël Kidu, on est retourné le voir à l'hôpital et là, on est tombé sur Alfred qui était en surinfection. Il avait une péritonite, il avait un ventre de femme enceinte, dur comme du bois, il était tout gris. Enfin, il était en train de crever d'une septicémie. Il n'a pas eu de chance quand même parce qu'il a battu le record des journalistes en temps à Grozny, puisqu'il est arrivé et 20 minutes après, il était à l'hosto. J'ai appelé Gokshin, le patron de Sipa Press, qui était le patron de l'agence pour laquelle travaillait Alfred, et je lui ai expliqué qu'il fallait le rapatrier. L'autre m'a dit, mais c'est grave. Je dis, bah c'est grave, oui. Si dans 48 heures, il n'est pas opéré, c'est foutu, quoi. Donc il a dit, ok, je te rappelle, il a rappelé sur le téléphone satellite pendant que Noël Kidu engueulait tout le monde à la mairie, parce qu'en fait, on était en Ingouchi, pour essayer d'obtenir un véhicule, une ambulance,
Il a fini par obtenir l'ambulance. Enfin, l'ambulance, c'était une Lada. Mais bon, c'est pas une Lada break. C'est-à-dire que quand on a mis Alfred dans l'ambulance, il y avait les pieds qui dépassaient à l'extérieur. Et SIPA a loué un Learjet qui est parti d'Helsinki avec un bloc opératoire à l'intérieur et qui devait se poser à plusieurs centaines de kilomètres sur l'aéroport international de Mineral Vodé. Mais pour ça, il fallait donc traverser les lignes et faire le tour en peu d'heures. Et ça a été très très compliqué. On s'est fait tirer dessus, je portais Alfred sur mon dos, l'ambulance a été détruite par un tir, il a fallu traverser le No Man's Land, j'étais obligé de cacher Alfred sous la neige, lui faire des piqûres parce qu'il criait, parce qu'il avait mal. J'avais un accompagnateur du service touristique, du ministère du Tourisme Ingouche, qui me servait de traducteur et de guide, et au moment où on a été attaqué, il a ouvert son imperméable en cuir, il avait des grenades à la ceinture et une Kalachnikov cachée sous l'impair. Il s'est mis à ouvrir le feu sur les gens avec qui j'essayais de discuter. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Moi, j'ai été blessé au genou par un ricochet de balle. Et finalement, on est arrivé à Mineral Vodé. Les Russes, à un moment donné, nous ont aidés. Alors, c'est quand même incroyable, ils font le service complet, ils blessent le photographe et ils nous fournissent à un moment donné un hélicoptère de combat dans lequel on a mis Alfred, qui nous a amenés à Mineral Vodé à l'aéroport. Là, on a attendu, le Learjet est arrivé. La femme médecin qui était dans l'avion a cru que j'étais Alfred. Donc je lui ai dit non, c'est pas moi. Elle m'a dit mais vous êtes couvert de sang. Je dis bah c'est pas le mien, enfin sauf le genou. Donc finalement ils ont rentré Alfred dans l'avion. Et là elle m'a dit je pense pas qu'il va s'en sortir. Il a 4 de tension. Et je me suis assis. Elle m'a dit bah restez un instant. Mais moi j'avais ma voiture qui attendait. Je voulais repartir. Et en fait, ils m'ont proposé des sandwichs en attendant. Ils se rendaient pas compte que moi j'avais perdu plus de 10 kilos. Donc ils m'ont dit, il y a du poulet, il y a du jambon, ou il y a du thon. Donc j'ai dit, bah, je vais prendre les 3 en fait. Et il y a du café et du jus d'orange, je vais prendre ça aussi. Et je me suis endormi en mangeant. En fait, quand je me suis réveillé, on était à 10 000 mètres d'altitude. Ils avaient décollé, sans me réveiller. Donc voilà, je me suis fait avoir et je me suis retrouvé en l'air. Et Alfred, à ce moment-là, s'est réveillé. Et il y avait une infirmière qui secouait le petit tube pour changer la perf. Et Alfred m'a regardé, il a vu les hublots, il a vu la jeune fille comme ça, il l'a regardé, il lui a dit « duty free ». Donc j'ai su qu'il allait mieux. Et on s'est posé à Roissy à 3h du matin. Il y avait l'ambulance, les portes ouvertes, qui éclairait la scène, plus les lumières oranges de piste. Gokchin, 2 mètres, en imperméable noir, avec l'imperméable qui flotte comme ça, accompagné de Bambi, sa secrétaire, habillée comme une bimbo absolue, en jupe de cuir serrée, etc. Plus la femme d'Alfred, qui, quand elle est nerveuse et tendue, rit aux éclats. Et le type des douanes était un petit peu perplexe parce que il nous a vu arriver avec un brancard plein de sang, plein de boue. Moi, j'avais un casque accroché sur le côté. J'avais pas du tout prévu d'arriver à Roissy. Alfred était réfugié politique iranien. Et en fait, il avait sa carte de séjour de réfugié politique dans une banane devant. Et en fait, l'éclat de mortier avait traversé la carte à la hauteur de sa photo. Donc quand le douanier m'a demandé mes papiers qu'il a pris avec comme ça, parce que mon passeport était plein de boue aussi, et je lui ai passé la carte de séjour d'Alfred, et qu'il l'a regardé comme ça, qu'à la place de la photo, il y avait un trou. Il nous a regardé, c'était un peu beaucoup pour lui. Et en fait, il a été très bien. C'est à un moment donné, il fait bon, allez-y, j'en ai marre. Donc on est passé. À force de rester longtemps sur les conflits, on finit par être assez copains avec les combattants, parce qu'on vit des choses fortes. Et souvent, on échange numéro de téléphone, on se dit on se reverra. Malheureusement, très souvent, on se revoit pas. Mais à ma surprise, les Tchétchènes m'ont appelé un jour, ils étaient à Paris. Et donc, je savais pas très bien quoi faire d'eux. Ils voulaient aller aux putes.
Mais 12 Tchétchènes au pute, c'est un petit... Enfin, ça fait beaucoup. Moi, je les ai amenés à la coupole, dîner. Alors, ils sont arrivés, il y a eu un petit moment de surprise quand j'ai réservé la table et que je suis arrivé avec eux, parce que même s'ils étaient endimanchés, ils s'habillent un peu chez Mondial Moquette, quand même. C'est des gros manteaux en laine qui traînent par terre. Enfin, à part les grenades qu'ils avaient enlevées, ils sont pas très différents, en fait. Et on a commencé à dîner. À un moment donné, il y a un Tchétchène qui s'est levé pour aller aux toilettes. Il a renversé la chaise sur laquelle il y avait des manteaux d'une table voisine. Et le type l'a mal pris et a commencé à l'insulter. J'ai essayé de le prévenir que c'était pas grave, qu'on relevait la chaise et que tout allait bien. Le type a insisté, il a pas très bien compris en fait à qui il avait affaire. Le Tchétchène ne comprenait pas qu'on l'insultait, donc il m'a regardé. J'ai essayé de lui dire que c'était que le type était de mauvaise humeur, mais que c'était pas grave. Et à un moment donné, c'est parti, quoi. Donc je ne vais plus à la coupole. Voilà. La Tchétchénie a été un drame épouvantable qui pourrait se répéter et qui s'est répété en Géorgie. Et aujourd'hui, on est à ça, que ça se reproduise à Kiev. Donc quand même, j'ai un peu l'impression que l'histoire se répète et bégaye, et que nos grands politiciens avec des discours fabuleux ne font rien comme d'habitude. Donc parfois, on se demande vraiment à quoi servent nos images, quoi.